Bonjour et bienvenue sur Mobility TV pour une émission consacrée aujourd'hui à l'hydrogène, un sujet dont on parle de plus en plus, mais on a besoin de comprendre un petit peu ses utilités, la manière dont cela peut toucher le quotidien éventuellement et faire évoluer l'industrie automobile évidemment. Alors pour en parler autour de cette table, un plateau prestigieux composé de Christophe Auffrère. Bonjour, vous êtes le CTO de Faurecia, directeur de la technologie, on peut le dire comme ça. Mehdi Ferrand, bonjour, directeur des investissements technologiques chez Plastic Omnium. Patrick Bastard, vous êtes également parmi nous, merci, directeur de la recherche du groupe Renault. Bonjour. À vos côtés, bonjour, Bertrand Joubert, directeur, vice-président, parce que ça vient de changer, vice-président innovation et stratégie de Symbio. Symbio qui est désormais une co-entreprise Michelin-Faurecia, on en parlera, c'est officiel désormais. On va parler notamment pile à combustible avec vous. Et puis pour m'accompagner, l'expertise d'Hervé Gros, bonjour, directeur général de la SIA, Société des ingénieurs de l'automobile. Merci à tous d'être là. Alors Hervé, on va commencer avec vous pour poser quelques bases. Voilà, l'hydrogène, je le disais, on en parle de plus en plus. Les politiques commencent aussi de plus en plus à se montrer à des événements, de parler un petit peu investissement. Est-ce qu'on est en train de passer à la vitesse supérieure ou est-ce qu'on est encore au balbutiement ? Alors, l'ensemble des interlocuteurs vont dire pour certains qu'on est un peu plus au balbutiement que d'autres. Mais ceci étant dit, ce qu'on peut dire d'entrée de jeu, c'est que c'est un vrai sujet et un sujet d'importance actuellement au sein de la filière automobile en France et même au-delà de la France. On a, nous, dans la filière automobile, vous savez qu'on est tendu vers le zéro émission, la neutralité carbone à terme. Ce qu'on aime bien dire, nous, c'est que sur la neutralité technologique, ça, c'est l'ADN des industriels. Et vous avez ici des industriels, vous n'avez pas des représentants d'autres organismes, c'est des industriels qui sont ici et des spécialistes. Donc, sur cette neutralité technologique, on a tendance à dire que les solutions technologiques sont celles des industriels et des experts et ingénieurs qui les développent. On a tendance à dire aussi qu'il n'y a pas qu'une seule solution pour atteindre cette tendance vers ce zéro émission, mais il y a différentes solutions et des complémentarités de solutions. Et l'une de ces solutions, c'est l'hydrogène. Mais pour autant, les débats tournent autour de différents points. D'abord, ça tourne autour des sujets que vous connaissez, comme le stockage, comme la production, comme la distribution de l'hydrogène. Après, c'est aussi autour de l'équilibre entre l'apport environnemental et la compétitivité des solutions. C'est aussi des acquis scientifiques qu'il faut développer. Il faut que nous, notre job, c'est aussi donner les meilleurs éléments scientifiques à l'ensemble des décideurs de nos grands groupes pour prendre les bonnes décisions et choisir les bonnes stratégies. Donc il peut y avoir aussi là-dessus des divergences. Et puis, vous le savez, de plus en plus, aujourd'hui, il faut que ça soit à la fois abordable, les solutions, il faut qu'elles soient donc compétitives, en tout cas pour nous en termes de PRF, par rapport à d'autres. Et puis, sur le point de vue environnemental, c'est de se poser la question, est-ce que finalement, quel est le rendement, quel est l'apport en termes de pollution ? Donc, vous voyez, c'est cet ensemble-là qu'on va traiter aujourd'hui avec les interlocuteurs. Il n'y a pas de solution acquise. Il y a encore sans doute des incertitudes. Certains pensent moins que d'autres sur un certain nombre d'incertitudes. Et on les compare aussi par rapport à d'autres solutions, donc pour être très simple, par rapport à la batterie dans le cadre de l'électrification. Ouais, exactement. Patrick Bastard, par exemple, chez Renault, l'hydrogène, on en est où ? Ça passe souvent au départ par les utilitaires. Il y a eu une annonce récente qui concerne le groupe Renault. Voilà. On en est où là, fin 2019 ? L'hydrogène, ça représente quoi pour un directeur de recherche du groupe Renault ? Écoutez, l'hydrogène, c'est avant tout, comme le disait Hervé, c'est une technologie qui présente quand même aujourd'hui un certain nombre d'avantages. C'est une technologie séduisante parce que si on dit on va faire de l'électricité avec de l'hydrogène d'un côté, l'oxygène de l'air de l'autre, et puis on va produire de l'électricité et de l'eau, dit comme ça, c'est quand même une solution qui paraît même presque magique et en tout cas qui mérite qu'on s'y intéresse. Et c'est ce qu'on fait chez Renault depuis très très longtemps, comme toute l'industrie automobile, je dirais. La question qu'on peut se poser, c'est finalement pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas de manière massive le déploiement de cette technologie dans la rue ? Tout simplement parce qu'on bute encore sur un certain nombre de verrous. Hervé en a rappelé quelques-uns. Certains verrous sont d'ordre technologique, d'autres sont d'ordre économique. Et puis, il y a aussi la photo globale, en fait, de l'hydrogène dans le panorama complet de l'impact environnemental, je dirais. Et sur l'ensemble de tous ces sujets-là, bien sûr, toute l'industrie automobile et Renault en particulier travaillent pour lever ces verrous et trouver des solutions.
Mais je pense que finalement, la plus grosse erreur qu'on pourrait faire, c'est de penser qu'on va trouver des solutions à tous ces problèmes-là dans les 5 à 10 ans à venir et que finalement, le véhicule à hydrogène va se déployer de manière massive. Je pense qu'il va se déployer tout d'abord par des niches, par des applications qui seront peut-être plus tirées d'ailleurs par le train, par exemple, à hydrogène, que par la voiture particulière. Et tout ça va prendre encore beaucoup, beaucoup de temps. Et en attendant, on continue évidemment à pousser très, très fort sur la stratégie véhicule électrique à batterie, qui, dans les 10 à 15 ans à venir, est sans doute la seule capable massivement de se déployer et du coup d'avoir un impact fort sur les émissions de CO2 des voitures. Christophe Auffrère, chez Faurecia, c'est aussi un défi, l'hydrogène ? Oui, alors comme disait Patrick, donc il y a des défis à relever, et on essaie de les relever actuellement, mais on voit qu'effectivement cette technologie, en tout cas, peut être complémentaire aux véhicules à batterie. Bon, faut rappeler quand même les deux gros avantages de l'hydrogène, c'est la densité énergétique. Aujourd'hui, si je prends 1 kg d'hydrogène, j'ai 100 fois plus d'énergie que dans 1 kg de batterie. Et le temps de recharge qui peut être similaire, qui est à peu près similaire à ce qu'on a aujourd'hui avec un véhicule classique à la pompe, donc 3 ou 4 minutes. Donc ça veut dire qu'on peut embarquer beaucoup d'énergie, donc pour les véhicules qui sont plus gros, c'est plus intéressant, et on peut aussi fonctionner 24 heures sur 24 pratiquement, alors qu'aujourd'hui avec des batteries il faut un peu plus de temps, même si on a des puissances qui augmentent largement. Donc nous, effectivement, on croit à l'hydrogène, mais en complément des véhicules à batterie, et on sait aussi, comme disait Patrick, qu'il y a des choses à relever, il y a des défis. Vous me parlez de défis, effectivement. Il y a le défi, il faut baisser les coûts massivement. Aujourd'hui, il n'y a pas de production de masse. Donc, les productions de masse, c'est quand on fera 100 000 véhicules par an, quelque chose comme ça, 500 véhicules par jour. À ce moment-là, on peut commencer à parler de massification. Donc ça, c'est un des grands défis. Le deuxième, c'est effectivement la robustesse des solutions. Aujourd'hui, il faut qu'on aille plus loin dans la robustesse des solutions. C'est-à-dire qu'il faut obtenir 5 000, 6 000 heures de fonctionnement. Et ça, donc, on y travaille. Et le troisième aspect, c'est effectivement l'économique, mais en termes de technologie, je dirais. Aujourd'hui, par exemple, vous mettez dans une Toyota Mirai, il y a 35 grammes de platine. L'objectif, c'est d'arriver à 5 à 10, non pas à 35. Donc ça coûte cher. On a aussi les réservoirs d'hydrogène. On travaille chez Faurecia sur 2 composants. La pile à combustible d'un côté, le réservoir hydrogène de l'autre. Aujourd'hui, un réservoir hydrogène, il y a 40 kg de fibre de carbone. Donc là, on veut, avec l'optimisation, baisser cette quantité. On travaille aussi à avoir une fibre de carbone plus économique pour réduire les coûts de 2 à 5, je dirais, à l'horizon 2030. Ouais, c'est ça. On peut parler du réservoir. Avec vous, Mehdi Ferrand, chez Plastic Omnium, on milite aussi pour l'hydrogène. Il y a eu une ouverture de 2 centres de R&D à Bruxelles et en Chine, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel vous travaillez, vous aussi, pour apporter votre pierre à cet édifice hydrogène, si on peut dire. Oui, tout à fait. Donc pour compléter ce qui a déjà été dit, effectivement, pour un équipementier automobile industriel, ce qui est important, c'est d'être à l'écoute du marché. On voit que depuis quelques années, il y a un véritable temps fort de l'hydrogène qui revient, alors que l'hydrogène, c'est quand même un sujet qui est connu depuis un certain temps. Ouais. C'est une molécule, en plus, qui a le bon goût d'être la plus présente dans l'univers, donc on en a abondamment en termes de ressources, même si c'est difficile à stocker. Et donc, effectivement, pour Plastic Omnium, donc équipementier de rang 1 de taille mondiale, l'enjeu, c'est de comprendre comment le mix énergétique évolue, quelles sont les niches qui se créent et quelles proportions elles vont prendre dans les années à venir dans les yeux des constructeurs automobiles qui sont aujourd'hui nos prescripteurs de nouvelles technologies. Donc on est très content de voir le shift que sont en train d'opérer un certain nombre d'acteurs et donc on a décidé d'investir massivement dans cette technologie parce que comme le disaient Christophe et Patrick tout à l'heure, il y a beaucoup d'enjeux techniques, donc il faut lever ces verrous, donc ça nécessite de l'investissement de R&D, de l'investissement industriel et donc on l'a fait, comme vous l'avez dit, effectivement sur un nouveau centre de recherche qui a été inauguré cet été à Bruxelles, qui est designé pour recevoir 200 scientifiques et chercheurs qui sont dédiés à de la recherche appliquée automobile sur les domaines des nouvelles énergies, avec en particulier des moyens d'essai uniques au monde qui permettent de torturer les composants, qui permettent par exemple de les passer dans des bancs d'essai pour tester la pression pulsée, pour tester la pression d'éclatement, qui sont des paramètres très sensibles de la sécurité globale de ces systèmes. Et puis vous avez cité la Chine également, on a investi un montant significatif dans le renouvellement de notre centre de développement qui est basé à Wuhan, dans le centre de la Chine, qui est l'un des bassins de l'hydrogène en Chine, dans lequel nous avons décidé d'installer la première ligne pilote pour produire des réservoirs
pressurisés en fibre de carbone, et notamment avec une chaîne robotisée qui va permettre d'automatiser l'enroulement de ces fibres autour des réservoirs qui sont des engins qui stockent l'hydrogène à 700 bars de pression. Ouais, et donc justement, on parle beaucoup de l'Asie pour l'hydrogène. En Europe, on fait des choses aussi. Chez Symbio et la pile à combustible, Bertrand Joubert, justement, l'idée aussi, c'est ça, c'est de faire partie de cette filière européenne. Il y a souvent cet Airbus de la batterie pour l'électrique dont on parle, mais en tout cas, sur l'hydrogène, c'est aussi de dire qu'il y a aussi en Europe des solutions, tout simplement. Oui, bien sûr. Effectivement, on a à cet égard 2 actualités toutes récentes à commenter, puisqu'elles remontent à la semaine dernière. La première, c'est le feu vert que nous avons obtenu des autorités de la concurrence pour unir les forces de Forestia et de Michelin autour de Symbio sur l'hydrogène, pour créer un équipementier de premier rang à l'échelle mondiale sur la pile à hydrogène, qui est le composant qui permet de transformer l'hydrogène en électricité. Cette annonce, elle est le symbole qu'il est temps pour nous autres industriels de monter en puissance pour adresser le marché tel qu'il se présente à l'échelle globale. Au-delà de la France, il y a des marchés qui tirent très fort, la Californie, le Japon, la Corée et la Chine, bien entendu. Pour citer le cas d'un constructeur global comme Toyota, on est sur le début de la rampe. Toyota, avec son modèle la Mirai, dont plusieurs exemplaires circulent dans les rues de Paris en application taxi, est en train de franchir le pas de production de 3 000 à 30 000. Donc par rapport aux ordres de grandeur que l'on pratique habituellement dans l'automobile, c'est encore modeste, mais c'est un début et c'est dès aujourd'hui que les investissements se préparent. Le deuxième élément d'actualité qui nous est aussi très cher, c'est celui qui nous associe à Renault avec le lancement du Kangoo et du Master en version Range Extender, donc un usage de l'hydrogène ciblé autour de la batterie. C'est le témoignage de 2 éléments fondamentaux à mon sens. Le premier, c'est que dans ces logiques de niche que l'on évoque, il y a, je dirais, tout un intérêt économique à déployer des usages dès aujourd'hui, des usages qui peuvent se contenter de l'infrastructure telle qu'elle existe. On l'a évoqué avec les engins de forte puissance, les bus, les camions, les trains, mais aussi des flottes de véhicules utilitaires qui opèrent des services ou de la logistique dans les cœurs de ville. Tout autant d'applications qui peuvent, je dirais, contrairement à nous, usage particulier, se contenter de quelques dizaines de stations à l'échelle d'un territoire. Ouais. Le deuxième exemple, l'illustration qu'il y a autour de ce sujet, c'est que finalement, au travers de la diversité des approches des constructeurs, on peut être amené à développer des approches, dans tous les cas complémentaires du véhicule électrique à batterie, avec des piles de taille plus ou moins importante. Et c'est notre rôle, nous, en tant qu'équipementier, de pouvoir servir ce marché dans sa diversité. Hervé, on y est là, dans ce changement d'échelle On est dans ce changement d'échelle. Moi, ce que je retiens autour de la table et que je savais, évidemment, pour faire partie de la filière, c'est que personne n'est contre l'hydrogène aujourd'hui. Il y a 4-5 ans, on pouvait dire que certains se positionnaient ou c'était des postures ou profondément étaient contre l'hydrogène. Aujourd'hui, tout le monde, Patrick en tête, un des constructeurs le dit, ils sont tous pour l'hydrogène. En revanche, là, pour revenir, Vincent en a parlé à l'instant, il y a les cas d'usage. Il y a Patrick et Christophe ont parlé de la temporalité aussi. Quel est le déploiement de l'hydrogène dans le temps, à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans, la massification, ça c'est un sujet. Et puis les sujets c'est aussi les briques technologiques et les éléments, des acquis scientifiques à développer encore, soit sur le stockage, soit sur la distribution. Je pense qu'on pourrait aborder ces sujets-là, parce que ce qui intéresse nos auditeurs, c'est quand même aussi de savoir sur quoi on travaille aujourd'hui pour faire en sorte que l'hydrogène soit une vraie solution abordable, économique et dans l'équilibre aussi environnement-économique. Alors, chacun a des réponses à ce sujet. Oui, bien sûr. Oui, on peut dire un mot peut-être sur certains des verrous technologiques plus précisément, par exemple sur le réservoir à carburant que citait Christophe tout à l'heure. L'enjeu pour le stockage d'une quantité d'énergie suffisante, c'est de passer à 700 bars. Aujourd'hui, le gros du marché, y compris sur les plateformes Symbio, c'est des systèmes de stockage à 350 bars. Donc là, on parle de doubler la pression embarquée. Et c'est des niveaux de pression qui sont tellement élevés qu'on a droit à 0 défaut en termes de sécurité, en termes de défaillance de la technologie. Donc ça nécessite une rigueur, ça nécessite une précision dans l'approche des modes de défaillance qui est quasiment celle du ressort de l'aérospatial ou de l'aéronautique, que l'on amène dans l'industrialisation du monde automobile. Donc il y a un vrai shift technologique qui est en train de s'opérer. Alors par ailleurs, pour l'avoir vécu récemment, et donc on l'a communiqué officiellement la semaine dernière, nous sommes passés 100% des étapes du processus de certification d'un réservoir à haute pression 700 bars. C'était la semaine dernière pour le premier réservoir européen une certification Plasticomium sur un de ces objets. C'est un processus qui est assez coûteux en investissement et en effort et en temps. Ça nécessite à la fois de fournir une documentation qui est très fournie, très nourrie, sur toutes les définitions techniques du produit, de ses sous-constituants, de ses fournisseurs, de ses caractéristiques techniques. Ça
ça nécessite aussi de faire un certain nombre d'essais. On parlait tout à l'heure des bandes torture qu'on a mis en œuvre. Ces bandes torture sont pas juste là pour faire le show et tourner des belles vidéos. Ils sont là en particulier pour faire un certain nombre de plans de validation et d'intégration qui sont les spécifications que nous donnent les constructeurs automobiles, qui sont extrêmement intrusifs, qui sont extrêmement ambitieux en termes de durabilité, en termes de cyclage, et qui nous permettent de garantir à la fin du processus de certification qu'on a un produit qu'on met sur le marché qui est 100% sûr pour l'usage final du client. Oui, bien sûr, c'est évidemment primordial. Patrick Bassard, sur l'aspect distribution, par exemple, voilà, les véhicules qu'on vient d'évoquer avec Bertrand Joubert, voilà, ils peuvent fonctionner, ou il faut quand même monter en puissance en termes de stations de charge, parce que pour l'instant, voilà, on sait qu'il n'y en a qu'une dizaine en France. Je pense que la solution qui était décrite, c'est une solution qu'on appelle range extender, hein, c'est-à-dire qu'à la base, c'est quand même un véhicule électrique avec une batterie, et ensuite on rajoute un système à hydrogène qui permet d'étendre l'autonomie de la voiture et puis de profiter, quand on a une station de charge, d'une possibilité de recharge rapide finalement sur la partie hydrogène. En rappelant que le véhicule à hydrogène, c'est aussi un véhicule électrique. Ah oui, bien sûr, voilà, bien sûr. C'est aussi avant tout un véhicule électrique, vous avez raison. Donc en fait, cette solution Range Extender, elle est tout à fait pertinente parce qu'elle permet assez vite finalement de contourner ou de résoudre un certain nombre de verrous de la technologie. Par exemple, la disponibilité de l'infrastructure. On sait bien que l'infrastructure de recharge aujourd'hui, même s'il peut y avoir des disparités d'un pays à l'autre en Europe, mais globalement, l'infrastructure de recharge, c'est-à-dire les stations hydrogène, on va dire, sont quand même très très peu nombreuses. Et tout ça va prendre beaucoup de temps pour se développer. On le voit sur le véhicule électrique, ça a pris des années, je dirais même ça prend des années, puisqu'on est loin encore d'avoir aujourd'hui un parc de bornes de recharge encore en niveau établi. Donc il faut encore développer l'infrastructure électrique, et donc l'infrastructure hydrogène qui va venir, elle, ensuite, va prendre très longtemps à se développer. Quand on est avec un range extender, on n'a pas cette angoisse-là, puisque finalement, on est aussi avec la solution batterie. L'architecture en véhicule, c'est un point qui est extrêmement important aussi, et particulièrement pour un constructeur automobile. Aujourd'hui, très grossièrement, pour faire 100 km, il faut à peu près 1 kg d'hydrogène, mais ça, c'est pas tellement le chiffre à retenir. Il faut à peu près 25 litres de réservoir à 700 bars, comme Mehdi l'évoquait. Donc, 100 km, 25 litres, donc vous voyez qu'en termes d'intégration dans la voiture, c'est pas anodin, parce que si je veux faire 500 km, il faut que j'intègre entre 120 et 130 litres de réservoir dans la voiture. Donc en termes d'architecture véhicule, c'est aussi un défi. Avec le range extender, on est quand même moins critique, puisque la quantité d'hydrogène qu'on embarque est moindre. Donc ça, c'est des sujets en fait qui vont mettre du temps à se résoudre pour arriver à des véhicules 100% hydrogène. En revanche, sur des solutions range extender, comme c'est déjà le cas, on peut en effet avoir des solutions beaucoup plus vite. Christophe Offra, vous vouliez... Oui, au niveau volume, les batteries prennent plus de place pour la même autonomie. Bon, par contre, en volume, effectivement, il faut les mettre dans des cylindres, parce qu'effectivement, à 700 bars, c'est moins facile, donc il y a un problème de packaging, mais sinon, en termes de volume, c'est moins volumineux au global que des batteries pour la même autonomie. Voilà. Après, je voulais revenir peut-être sur la production d'hydrogène et la distribution. Aujourd'hui, il y a plusieurs solutions à court terme. Voilà. Alors, bien sûr, le Graal, c'est de produire de l'hydrogène à partir de l'eau, avec des électrolyseurs. Et à ce moment-là, vous avez l'hydrogène d'un côté et de l'oxygène de l'autre. Et il y en a même qui travaillent à rejeter l'oxygène dans les océans pour refaire surgir les coraux, etc. Mais bon, donc ça, c'est ce qu'il faut arriver à faire à terme. Mais aujourd'hui, on peut déjà utiliser des molécules de gaz qu'on craque, c'est le réformage, pour faire de l'hydrogène. Et on peut aussi capturer à la sortie de la production le CO2. Donc ça, c'est aussi une voie court terme qui pourrait être implémentée plus ou moins facilement en fonction des types de production qu'il y a aujourd'hui. On capture ce CO2 et on va l'enfouir dans des anciens puits de gaz, par exemple. Et il y a plein d'endroits où on peut le faire aujourd'hui, même s'il faut encore un peu de temps pour pouvoir le faire de façon, je dirais, industrielle. Après, sur la distribution, vous avez plusieurs solutions aussi. Soit vous faites de l'hydrogène liquide. À ce moment-là, vous mettez beaucoup plus de densité dans vos camions pour le distribuer. Soit vous le transportez en gaz et puis vous allez le distribuer en gaz dans les différentes stations. Mais il y a aussi les solutions qui sont à l'expérimentation aujourd'hui, c'est d'utiliser les pipelines de gaz et de mettre une partie d'hydrogène là-dedans ou de les convertir à 100% en hydrogène. Parce qu'il y a des pipelines de gaz, notamment dans les pays nordiques, qui ne servent plus à rien parce qu'il n'y a plus de puits de gaz en Norvège, par exemple. Donc il y a cette possibilité-là de convertir le réseau de gaz à un moment plus ou moins avec de l'hydrogène.
Mais Christophe, peut-on affirmer aujourd'hui, c'est bien parce que je n'ai pas la réponse, que sur les solutions dont tu parles à la fois sur la production, le stockage, la distribution, qu'elles sont en termes d'empreinte carbone très 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 performantes et totalement performantes? Alors justement, en termes d'empreinte carbone, si on prend un électrolyseur qui est alimenté par du verre, à ce moment-là, ça peut être tout vert. Après, effectivement, on peut aussi avoir des camions qui marchent à hydrogène pour distribuer. Donc on pourrait avoir toute la chaîne verte. Après, il faut voir si c'est économiquement viable ou pas. Donc la provenance de l'énergie est importante. Mais c'est une solution. Après, si on fait la capture de CO2, on n'est pas aussi vert que ça. On dit qu'on est vert à partir du moment où on capture 60% du CO2. Donc après, ça fait aussi partie des progrès potentiels dans les années dont parle Patrick. Effectivement, il y a encore du progrès potentiel là-dedans. Je voudrais peut-être ajouter deux petites remarques. La première, c'est sur le volume des batteries. Donc, en effet, ce que tu disais est exact, mais les batteries, on peut leur donner à peu près la forme qu'on veut, quoi. Donc, en termes d'intégration dans la voiture, c'est quand même plus facile que les réservoirs d'hydrogène qui sont aujourd'hui des cylindres, et donc beaucoup plus compliqué à intégrer dans la voiture. Par ailleurs, on a quand même une roadmap d'augmentation de la densité d'énergie dans les batteries qui fait que ces batteries vont devenir de moins en moins volumineuses pour la même quantité d'énergie embarquée. Voilà. Sur l'hydrogène, ça va être un peu plus compliqué parce que la physique est quand même têtue. Donc à 700 bars, on embarque tant de litres d'hydrogène et pas un de plus, quoi. Voilà. Donc ça c'est une chose. Ensuite, en effet, pour la production d'hydrogène, donc il y a bien les deux façons de faire, hein, soit par le réformage. Et à ce moment-là, on crée du CO2, mais l'idée de dire je génère du CO2 pour faire l'hydrogène et je viens capter le CO2 pour l'enfouir, c'est discutable. Franchement, c'est discutable parce que si on sait capter le CO2 et l'enfouir, il y a plein d'autres sources de CO2 dans l'industrie auxquelles on va pouvoir s'attaquer pour aller enfouir le CO2 et ça va être tout bénéfice, quoi. Ouais, donc voilà. Et puis sur l'hydrolyse, donc ça c'est en effet une solution dont le caractère vert dépend de la façon dont on a produit l'électricité pour fabriquer l'hydrogène. Et ça, c'est la même problématique finalement que sur une voiture électrique. En revanche, ce qui est très différent, c'est le rendement global de la chaîne, puisque quand je suis sur une voiture électrique, le rendement global de ma chaîne, depuis la production d'électricité jusqu'à l'utilisation dans la voiture, on va dire que c'est entre 70 et 80%. Et quand on est sur de l'hydrogène, avec à la fois la partie production d'hydrogène à partir de l'électricité et puis la partie pile à combustible, on est plutôt sur des rendements autour de 25-30%. Donc 70-80 dans un cas, 25-30 dans l'autre. Et ça fait quand même une sacrée différence, quoi. Ça fait quand même un rapport 3 à peu près, entre 2 et 3 dans le rendement, en faveur de la solution batterie. Et c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte et sur lequel il faut travailler absolument. Travailler en mettant au point des piles à combustible avec des meilleurs rendements, etc. Mais une fois de plus, tout ça va prendre du temps. J'ai un petit peu l'impression d'être, au niveau de l'hydrogène, à peu près dans l'histoire que j'ai vécue sur le véhicule électrique il y a 20 ou 30 ans, quoi, hein, je dirais, où on était sur des marchés de niche, on avait encore beaucoup de roadblocks, voilà. Et du coup, on peut tirer parti de l'expérience, mais finalement, tout ça nous a pris du temps quand même pour arriver aujourd'hui à des solutions véhicules électriques. Patrick, on peut imaginer aussi que peut-être que les verrous technologiques qu'on a aujourd'hui sur l'hydrogène vont se résoudre beaucoup plus rapidement peut-être que ceux qu'on a encore sur la batterie en termes d'autonomie, etc. On ne sait pas sur la physique, même si... absolument. Je sais bien parce que je ne suis pas scientifique, je peux dire qu'on s'est aperçu qu'il y a eu des accélérations sur certaines choses parfois. Les prédictions sont très très compliquées à faire et vous savez tous comme moi que prédire ce que sera le marché à l'horizon 2035, c'est quelque chose de compliqué. Ça peut aller vite aussi. Au sein quand même de la SIA et de la PFA, on a quand même un certain nombre d'études qui aujourd'hui montrent de manière à peu près consensuelle qu'on serait autour de 2% de véhicules à hydrogène à l'horizon 2035. C'est pas rien, 2%. Mais c'est 2%, c'est pas 20%. Un petit mot rapide, messieurs, parce que le temps passe très vite. Bertrand Jobert, pour terminer. Oui, 2%, effectivement, c'est plus que des niches, effectivement, si on se concentre sur les bons marchés. Mon sentiment, c'est ce qui ressort d'un certain nombre de thématiques qu'on a abordées là, que ce soit sur le développement côté industriel, que le déploiement et la distribution. C'est le caractère extrêmement collaboratif
du déploiement de cette technologie et plus globalement de ces mobilités. Ouais, il faut en passer par là. Voilà, hein, collaboratif dans le développement des plateformes. On a parlé des enjeux d'intégration géométrique en architecture, mais il y a bien entendu aussi des enjeux d'intégration thermique liés à la pile à hydrogène et d'intégration de pilotage électronique et de la puissance. Et donc, ce qui nous amène dans les relations que nous avons avec, je dirais, nos clients constructeurs, à monter très en amont dans la co-conception des plateformes qui seront sur les routes demain. Caractère très collaboratif également sur le volet de la distribution, dans la construction sur certains territoires des écosystèmes qui font voler le business plan, si je puis dire, écosystèmes dans lesquels, au-delà des acteurs de la mobilité que nous sommes, trouvent également leur intérêt les gens qui distribuent l'énergie, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, pour un pétrolier comme un Total ou un Shell, distribuer l'énergie hydrogène, finalement, c'est pas beaucoup plus compliqué que de distribuer l'énergie thermique, essence ou diesel tel qu'il le fait aujourd'hui. Et puis les acteurs des politiques publiques qui sont des moteurs très forts du déploiement de nos sujets, puisque finalement, l'hydrogène que l'on produit localement à partir des énergies renouvelables par électrolyse et qu'on met dans nos voitures, c'est un petit peu, entre guillemets, un pétrole de chez nous qui valorise les ressources du territoire et qui crée de l'emploi autour de ce sujet. Bien sûr. Mais différents derniers mots rapides également, s'il vous plaît. Peut-être juste effectivement pour compléter ce qui est dit, au-delà de l'énergie elle-même, il y a l'empreinte carbone et puis il y a le transport des pièces pour construire les autos dans le futur. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que beaucoup de batteries aujourd'hui qu'on met sur les voitures viennent d'Asie. Avec l'hydrogène, on a une filière française aujourd'hui qui est en train de se structurer avec des constructeurs automobiles et aussi des équipementiers qui ont un footprint, une implantation locale, territoriale, et qui sont en train de défendre des intérêts qui sont scientifiques, techniques et industriels à partir de nos savoir-faire. Donc il y a aussi un enjeu de compétitivité au niveau national et européen qui est en jeu avec l'essor et l'avènement de l'hydrogène comme vecteur de la propulsion électrique. Merci à vous tous, de nombreux sujets. Je pense qu'on aura l'occasion évidemment de reparler d'hydrogène ici sur Mobility TV. Merci à tous, à bientôt.